Quand les 5 doigts d'une seule main rassemblent les peuples du Maghreb et leur histoire. C'est la puissance magique de la main de Fatma. Dans ce numéro, Patrick Boucheron invite l'historienne Emmanuelle Tixier-Duménil avant de retrouver la chronique de Manon Bril. Bonjour. La main de Fatma. Est-ce un objet? En un sens, oui. On le voit partout. En pendentif, en bracelet, en amulette. Mais avant d'être un objet, c'est un signe. C'est un signe qui est peut-être le plus universel des signes, puisque c'est le signe de la main. Ramsa, en arabe, veut dire le chiffre 5. 5 comme les 5 doigts de la main, mais aussi comme les 5 piliers de l'islam. C'est l'interprétation de ce signe magique qui devient religieux avec l'islam. Mais l'islam, c'est comme toutes les religions. Elle n'invente rien, elle recouvre. Elle recouvre un objet ancien d'un signe nouveau. La Ramsa est un signe de reconnaissance, mais reconnaissance de quoi? D'une religion, d'une appartenance, d'un pays d'origine? Le Maghreb, entre colonisation, décolonisation, immigration, propose des réinterprétations permanentes de ce signe. Et pour en faire l'histoire, nous avons choisi une historienne de l'Andalousie médiévale, Emmanuelle Tixier, qui est attentive aux soubresauts de la mémoire et aux porosités des identités culturelles. Alors ça nécessite de revenir sur le nom de cet objet symbolique, de cet objet hybride, dont nous voyons là la pluralité des déclinaisons. On l'appelle communément au Maghreb, dont elle est quasi l'emblème, une khamsa, du mot arabe qui signifie le chiffre 5, pour les 5 doigts de la main. Et elle a été également appelée, vraisemblablement par les colonisateurs au moment de la conquête de l'Algérie, à partir de 1830, la main de Fatma. D'une façon un peu méprisante, c'est ainsi qu'étaient appelées les femmes indigènes qui portaient très fréquemment cette amulette bijou. La khamsa, elle est attestée massivement dans la documentation photographique qui a été accumulée à la période coloniale. Alors bien sûr, c'est toujours une mise en scène, et une mise en scène de ce qui constitue aussi les fantasmes de l'Occident. Mais ces photos ont aussi pour but de classifier les peuples de l'Empire, de les inventorier, et on sait que les ethnologues, les anthropologues accompagnent de très près les militaires. Cela nous donne ces photos qui sont encore une fois des prises de vue, mais qui révèlent la présence massive de la main de Fatma dans l'imaginaire colonial, bien sûr, mais également dans les pratiques quotidiennes de ces populations berbères comme arabes, musulmanes comme juives. La khamsa, telle que nous la connaissons, on peut en attester l'existence au Moyen-Âge, notamment en Al-Andalus, en Espagne musulmane. Et on sait que c'est une khamsa qui ornait la porte de la justice dans le palais de l'Alhambra, un palais qui a été à Grenade construit au XIVe siècle. Cette main de Fatma est une main de défense, c'est une main qui a pour but de repousser le mal qui est très souvent personnifié par le mauvais œil, qui est parfois figuré au centre de la khamsa. Il représente tout le mal de façon assez indéfinie, de l'envie, la jalousie, jusqu'à l'hostilité la plus manifeste. Et le paradoxe de cette main de Fatma, c'est d'absorber en quelque sorte le mauvais œil pour mieux le capter, pour mieux le neutraliser. Dans l'histoire des croyances, la frontière entre magie et religion est très poreuse et on a là très clairement un objet anti-islamique, pré-islamique, qui a ensuite été revêtu de sens monothéiste. Avant d'être une amulette, un pendentif, un collier, un morceau de tissu, la main de Fatma trouve ses origines symboliques dans des croyances anciennes qui mêlent magie et religion.
La main, si elle n'est pas celle de l'homme terrien qui façonne et modifie le monde, est avant tout la marque d'une puissance divine. Les témoignages graphiques des mains dites positives et négatives des grottes rupestres, comme celle du Pêche-Merle ou de Chauvet, murmurent déjà une part magique, quasi chamanique de protection. Mais elles sont encore liées aux femmes et aux hommes qui ont apposé leurs mains contre les parois de pierre. Au fil des siècles, avec l'essor des religions monothéistes, la main divine marque la destinée humaine et devient un symbole générique, puissant, qui trouve son apothéose à la Renaissance dans la chapelle Sixtine, à Rome, où la main d'Adam se rapproche de la main de Dieu. Mais la généalogie symbolique de la main de Fatma est surtout liée à la main de la déesse phénicienne Tanit, qui se retrouve dans toute la Méditerranée occidentale. À partir du 5e siècle avant notre ère, on peut voir la main de Tanit sur des stèles funéraires pour protéger le défunt, le défendre et repousser ce que l'on appelle de plus en plus le mauvais œil. Le symbole de la main de Tanit, adopté au fil des siècles par les religions monothéistes comme l'islam, est l'ancêtre direct de la main de Fatma. La khamsa est appelée main de Fatma du nom de Fatima, la fille du prophète Mohammed. Elle est un symbole qui est pratiquement absent de l'ensemble de l'Orient islamique. On peinerait à en trouver massivement en Irak, en Syrie, en Arabie, au Yémen. Il y a véritablement un développement géographique de la khamsa, de la main de Fatma, dans ce qu'on appelle l'Occident islamique. En arabe, Occident se dit Maghreb, c'est-à-dire du Maroc. Alors si on remonte les siècles d'Al-Andalus, de l'Espagne musulmane, et du Maroc, de l'Atlantique, jusqu'à l'Égypte. Il est intéressant de noter que cette figure, qui est la main de Fatima, la main de la fille du prophète, se retrouve également au Maghreb, chez les Juifs. Elle est parfois appelée main de Mariam, la sœur de Moïse et d'Aaron. Là aussi, c'est une figure de la protection, une figure féminine de protection. Que ce soit la main de Fatma ou la main de Mariam, et dans tous les cas, c'est appelé au Maghreb la khamsa, parce que juifs et musulmans participent du même monde social, parlent l'arabe et aussi l'amazigh, la langue berbère. Et ce monde des Juifs d'Afrique du Nord est un monde qui a également disparu, au même titre que le monde yiddish de l'Europe de l'Est. C'est un monde qui était constitué de plus de 850 000 Juifs pour l'ensemble des pays musulmans dans les années 1940-1950 et qui est aujourd'hui, on ne peut pas dire riche, mais pauvre de moins de 10 000 personnes à peu près. C'est évidemment dû au soubresaut de l'histoire, la création de l'État d'Israël, la décolonisation, les guerres israélo-arabes. La khamsa, c'est d'abord une amulette qu'on coud dans les vêtements des nouveau-nés, juifs comme musulmans, et depuis des siècles et des siècles, mais c'est une pratique qui existe encore aujourd'hui. La fonction de talisman, c'est peut-être en partie perdue. C'est davantage maintenant un bijou dont on peut voir toutes les déclinaisons. C'est une façon aussi pour les femmes d'avoir une masse d'or ou d'argent qui très souvent constituait la dot. On voit sur ces magnifiques photos qui représentent les Juifs du Maroc dans les années 1930, on voit que très souvent les jeunes filles portent des bijoux très lourds en or et en argent, parfois des mains de Fatma, et c'est la dot de la jeune fille. Alors on voit là la preuve, l'attestation d'une culture commune de ces Juifs et de ces musulmans du Maghreb et cette appellation commune de khamsa. C'est une particularité des Juifs séfarades, des Juifs d'Afrique du Nord, qui l'ont amené en exil en France, en Israël. Et c'est un symbole, cette khamsa, que l'on retrouve très fréquemment, comme dans le cas de cette représentation, avec l'œil au centre et marqué Shalom. On la retrouve très fréquemment en Israël, mais elle n'est jamais un symbole ashkénaze. C'est lié toujours à cette origine maghrébine, cette identité maghrébine. Et à cet égard, la main de Fatma est vraiment l'emblème du Maghreb. Symbole du Maghreb, la main de Fatma est traversée par une histoire symbolique.
Présente dans la culture juive, elle trouve cependant de nombreuses interprétations dans la culture musulmane. Assemblés, les 5 doigts peuvent former en arabe le nom de Dieu, Allah. L'auriculaire correspond à l'alif, la lettre A, l'annulaire au premier lam, le médius et l'index au second lam, et le pouce au A pour finir la composition du nom de Dieu. Mais les 5 doigts peuvent aussi représenter les 5 piliers de l'islam: la foi, le jeûne, le pèlerinage, la prière et l'aumône légale. On peut aussi y voir le décompte des 5 prières quotidiennes de l'aube au coucher du soleil: Fajr, Dor, Asr, Maghreb et Isha. Dans l'islam chiite, on peut compter les symboles autrement et dire que les 5 doigts symbolisent les 5 membres de la maison du prophète, les gens de la maison, al-Aybayt en arabe. Ainsi, au bout des doigts, on pourrait compter Muhammad, sa fille Fatima, son mari Ali et leurs 2 fils, Hassan et Hussein. Derrière le chiffre 5 se cachent de nombreuses interprétations qui nous parlent autant d'un symbole que d'un objet que l'on traduit, que l'on peut interpréter différemment en fonction des cultures. C'est cette lente porosité des signes et des interprétations qui permet à un symbole comme la main de Fatma de passer le temps, de traverser les espaces et d'être constamment réapproprié jusqu'à nos jours. La main de Fatma, la Khamsa, étant un symbole très fort du Maghreb, d'une identité culturelle, d'une identité religieuse, mais pas que religieuse, accompagne évidemment les hommes et les femmes dans l'exil, dans l'émigration hors du Maghreb, tout au long du XXe siècle. Elle n'a pas cette charge que peut avoir le voile. La Khamsa est également extrêmement critiquée par les rigoristes religieux, par notamment les salafistes, qui considèrent qu'il s'agit là de superstition, puisque seul Dieu protège, et que c'est shirk, c'est-à-dire de l'idolâtrie, que d'attribuer de la puissance divine, même une parcelle à un objet. Et à cet égard, elle est tout à fait combattue par les salafistes. Mais en même temps, c'est le paradoxe de cet objet, il s'universalise, il est le symbole d'un attachement au Maghreb, à une culture d'origine, à une culture populaire aussi. Il est le symbole d'une culture des banlieues, des quartiers. Elle est aussi, cette Khamsa, le symbole d'une ouverture culturelle, puisqu'elle est portée très au-delà des descendants des gens venus en immigration du Maghreb, par tous ceux qui considèrent que ce bijou, par sa stylisation, par ce qu'il représente, est aussi un des symboles de l'antiracisme, la volonté de ne pas se clore dans une identité sclérosée. Et donc, c'est un symbole véritablement universel. Donc, plus on le combat, plus il devient universel, et c'est peut-être la puissance de cet objet qui se réinvente au gré des contextes. Un objet quasi hors sol, puissamment lié au Maghreb, mais également universel. Et ça, c'est peut-être aussi puissant que la magie. Et maintenant, Manon Bril déjoue la frontière entre histoire et culture populaire. La communauté maghrébine, arrivée d'abord en France comme force de travail, est naturellement venue avec sa propre culture. Des décennies après, les ethnologues comme Slimane Touhami s'intéressent à comment certains des traits de cette culture ont fait l'objet de redéfinitions sémantiques, et c'est le cas de la main de Fatma. Si la signification originelle de protection s'est maintenue dans les foyers, on en trouve d'autres qui tranchent avec la tradition. La main de Fatma est devenue un motif stylisé sous la forme de bijoux extrêmement portés. Si aujourd'hui les adultes la voient toujours comme un signe protecteur, c'est beaucoup moins le cas des jeunes qui l'arborent en pendentif, dans la volonté à la fois de se distinguer, mais aussi de signifier leur appartenance à un groupe. Il est par ailleurs notable que ce ne sont pas que les enfants des migrants maghrébins qui la portent, mais aussi tous les autres enfants des quartiers populaires, non pas pour signifier leur identification à un groupe culturel, mais à celle d'une condition sociale marquée par une forte mixité qui caractérise les banlieues, à l'instar de la casquette des ouvriers dans les années 30. Un phénomène qui se traduit par un succès du motif en bijouterie, car rares sont les boutiques qui ne proposent pas de main de Fatma. Et du coup, évidemment, plein de gens l'achètent sans en connaître la signification, ni y voir une appartenance sociale, la rendant ainsi totalement mainstream. Bref, un motif qui peut sembler mineur, pourtant symptôme manifeste de l'acculturation.
Franchement, ça fait du bien, non, quand on ne se laisse pas enfermer dans une conception étriquée de l'identité. Eh bien non, n'en déplaise aux salafistes, mais aussi aux fanatiques du combat laïque, la main de Fatma n'est pas un signe ostentatoire religieux. C'est un signe, oui, mais qui s'est constamment réinterprété au travers des âges, depuis une croyance populaire, magique, jusqu'à une reconnaissance d'une origine, le Maghreb. Mais la main de Fatma peut aussi nous parler d'un monde à venir, d'un monde où l'on décidera enfin d'affirmer un universalisme qui n'est pas un universalisme de surplomb, qui serait comme l'ombre portée de l'occidentalisation du monde, mais ce que le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Ndiaye appelle un universalisme latéral. C'est ce qui prend en compte la pluralité des mondes. On doit le lire aujourd'hui et je vous conseille notamment la lecture de son livre d'entretien avec Jean-Loup Hamsel qui est paru en 2018 et qui s'appelle « Enquête d'Afrique, universalisme et pensée décoloniale ». À la semaine prochaine.